Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30. Dans l'actualité de ce mercredi, la lutte contre la fraude aux examens à grand tirage, un phénomène qui empêche les élèves d'obtenir au BEPC et au baccalauréat le précieux sésame. Plusieurs organisations se lancent, vous le verrez tout à l'heure, dans la sensibilisation avec l'objectif de réduire considérablement les cas de fraude en 2022. En Ukraine, c'est le début des procès pour crimes de guerre. À la barre ce mercredi, le sergent russe de 21 ans, Vadim Chichimarine, il est accusé d'avoir tué un commerçant poussant son vélo dans un village du nord-est de l'Ukraine. Nous étions déjà au 4e jour de l'invasion russe. Voilà pour le programme. Tout d'abord, ce chiffre inquiétant, plus de 10 000 cas de fraude au BEPC et au baccalauréat, c'est ce que la Côte d'Ivoire a enregistré ces 3 dernières années selon la direction des examens et concours. Pour lutter contre la fraude aux examens, plusieurs organisations, dont celle scolaire pour une école dynamique, multiplient les sensibilisations. Elle était au collège Saint-Charles d'Abobo. Le récit de Yacouba Koulibaly et Georgette Tido Fofana. Ils n'ont pas voulu rester en marge de cette campagne de sensibilisation contre la fraude pendant les examens à grand tirage. Les élèves du collège Saint-Pierre-Charles d'Abobo sont sortis nombreux pour écouter le message de l'OZ, organisation scolaire pour une école dynamique, et de la DECO, direction des examens et concours. Une campagne pour exhorter les élèves à se détourner de la fraude. Il y a certains élèves qui sont privés d'examen pendant des années. Donc, en tant que nous, jeunes frères, nous avons décidé de mener cette campagne de sensibilisation pour les sensibiliser afin de ne pas tricher. Selon la DECO, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2019 6 410 cas de fraude. En 2020, 16 428 cas. Et en 2021, 11 227 cas de fraude pendant les examens du baccalauréat et du BEPC. Des chiffres très alarmants. C'est toujours alarmant parce que, imaginez, ces fraudeurs sont sanctionnés. Ils sont privés de passer l'examen 1 an, 2 ans, 3 ans, selon la gravité de la faute commise. Mais c'est quand même les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont privés de passer leur examen. Et au cours de ce temps, certains peuvent décrocher, alors que nous parlons de politique de scolarisation obligatoire. Donc, notre devoir, c'est de protéger ces enfants. C'est pourquoi nous avons décidé de venir vers eux pour leur expliquer et les sensibiliser. Au sortir de cette campagne, les élèves et enseignants se sont engagés à bannir la fraude. J'ai retenu que la tricherie n'est pas une bonne chose. Donc, je conseille à moi-même et à mes amis que nous mettions au travail pour pouvoir obtenir nos bacs avec sérénité, avec la manière. Les élèves de maintenant trichent beaucoup. Ils ne se mettent pas au travail. Donc nous devons nous mettre au travail, étudier, car c'est le travail qui paye. Nous, en tant qu'enseignants, nous nous engageons, nous avons fait front autour de notre directeur, autour de nos élèves pour mener le combat de la sensibilisation. Donc on pense qu'on fera zéro tricherie. L'organisation scolaire pour une école dynamique OZ compte sillonner plusieurs établissements scolaires du district d'Abidjan afin de lutter efficacement contre la fraude en milieu scolaire. Si vous êtes en classe d'examen et que vous nous suivez ce soir, un seul conseil mais très important, juste après ce journal, revisez vos cours et dormez beaucoup plus tôt. L'affaire défraie la chronique depuis le dernier déplacement du club français, le Paris Saint-Germain à Montpellier. La victoire sans appel, 4-0 du club parisien n'a pas réussi à masquer l'absence du footballeur, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye. Il lui est reproché d'avoir boycotté le match au cours duquel les maillots des joueurs étaient floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un soutien à la lutte contre l'homophobie célébré tous les 17 mai. Le récit d'Anicette Conan-Blessing. L'absence d'Idrissa Gana Gueye lors du match contre Montpellier, le 14 mai dernier, n'est pas passé inaperçu. Chaque 14 mai, comme de coutume, les joueurs du Paris Saint-Germain, PSG, portent un maillot doté d'un numéro arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l'homophobie. Et pour la 2e année consécutive, le joueur sénégalais est absent. Le club évoque des raisons personnelles, mais le public soupçonne une absence volontaire du joueur. Cette action a suscité de nombreuses réactions sur le territoire français. Les joueurs des clubs de football et ceux du PSG en particulier sont des figures d'identification de nos jeunes. Ils ont le devoir d'exemplarité. Un refus
d'Idrissa Gana Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pouvait rester sans sanction. Et pourtant, sur le continent africain, la réaction du récent champion d'Afrique bénéficie du soutien de plus d'un, notamment les chefs d'État sénégalais Macky Sall. Idrissa Gana Gueye a été convoqué ce mercredi par le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football pour expliquer son geste. Les ressortissants gourmandiers, une ethnie de l'Est du Burkina Faso vivant en Côte d'Ivoire, ont un nouveau chef. Bourgou Ferdinand va désormais présider aux destinées des 5 provinces gourmandières réparties sur l'ensemble du territoire national. Son investiture a eu lieu samedi au complexe sportif de Biafra. C'est dans la commune de Treichville. Reportage. Ferdinand Bourgou est le nouveau chef suprême de la communauté gourmandier du Burkina Faso, vivant en Côte d'Ivoire. Il a reçu ses attributions et sa feuille de route des mains des autorités consulaires de sa patrie. Cette remise d'attributs a bénéficié de l'implication du conseil municipal de Treichville, commune qui a abrité la cérémonie d'investiture, ainsi que celle du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Venus de toutes les villes et hameaux de leur terre d'accueil, les gourmandiers ont répondu présents à l'appel du comité d'organisation de cette cérémonie qui a pris l'allure d'une fête foraine. Au son de la musique de leur terroir, ils ont manifesté la joie de voir un nouveau chef à la tête de leur communauté après le décès en mars 2021 du précédent. L'Union fraternelle des gourmandiers de Côte d'Ivoire est très heureuse d'accueillir tout ce beau monde pour l'investir de son chef suprême en Côte d'Ivoire. Le pouvoir de Ferdinand Bourgou, chef de la communauté gourmandier, s'étend sur 5 provinces parmi les 45 que compte son pays natal. Il place son règne sous le signe de la cohésion sociale et le vivre ensemble, des valeurs chères aux autorités ivoiriennes. Je veux que Côte d'Ivoire, Burkina soient un. Parce que nous sommes le frère. Quand on est là pour faire ce qu'on veut, on s'entend avec les Ivoiriens. Le conseiller technique chargé de l'intégration au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, représentant la ministre Kandia Camara, a insisté sur la socialisation de cette communauté. Quand vous êtes dans un pays, que ce pays-là vous a tout donné, et si vous décidez que vous restez là, c'est que vous êtes intégré, vous participez au développement du pays. Les gourmandiers sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, établi principalement au Burkina Faso autour de Fada Ngourma, le chef-lieu de région. Ils sont présents aussi dans certaines régions du Togo, du Bénin et dans le sud-ouest du Niger. Après 2 années d'absence, le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes ce mardi. Une cérémonie d'ouverture qui a enregistré la présence de personnalités du monde littéraire, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, l'ACEDI, organisateur du salon, mais aussi un accent particulier sur la promotion du livre auprès des enfants. Regardons ensemble le compte-rendu de Maïssa Kogueye. Christophe Ndakwasi est le lauréat du prix du nouvel auteur jeunesse genre romanesque, une distinction nouvellement introduite pour détecter de nouveaux talents littéraires parmi les jeunes. Il a reçu son prix lors de l'ouverture officielle le 17 mai 2022 du Salon international du livre d'Abidjan-Silla, initié par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Le livre intitulé Katachi, une légende baoulée. Ça parle des aventures extraordinaires d'un jeune garçon au destin vraiment incroyable. Tout comme ce prix, plusieurs innovations ont été enregistrées pour cette 12e édition du SILA. Ce sont notamment le prix Jeanne de Cavalli pour la littérature enfantine et le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. La marche du feu, c'est un long poème qui s'étire sur plus d'une 60aine de pages, préfacé par le docteur Félix Arintaï, dit Taï Gloï. C'est, on va dire, le récit d'un parcours. Donc. Après 2 ans d'arrêt du fait de la crise sanitaire, le SILA se repositionne comme un plaidoyer pour un changement de comportement et se veut une plateforme de promotion de la lecture. Nous voyons bien qu'apparaissent ici la nécessité de produire des ouvrages de qualité, de les diffuser largement et de créer des conditions de promotion d'un lectorat également engagé. Je ne manque pas de souligner par ailleurs que la lecture assidue élargit notre champ lexical et donne de la contenance, de la rigueur et une assise de référence à nos propos. La 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan se tient au Palais de la Culture à Treichville. Elle prend fin le 21 mai 2022.
S'il faut susciter le goût de la lecture chez les tout-petits, il faut aussi leur inculquer l'amour des jeux traditionnels ivoiriens. Ces jeux qui ont permis aux adultes d'aujourd'hui de rester en contact avec le terroir et ses valeurs sont en disparition. Un constat partagé par le ministère du Tourisme. La direction des loisirs a procédé au lancement des clubs de jeux traditionnels dans les établissements secondaires. Et c'est le groupe scolaire cours sociaux d'Abobo qui a abrité la cérémonie de lancement. Le compte-rendu de Georgette Ido Fofana. Danse et démonstration de jeux traditionnels. Nous sommes à la cérémonie d'installation des clubs de jeux traditionnels au sein des établissements secondaires de Côte d'Ivoire. L'initiative est du ministère du Tourisme. Elle vise à accompagner les élèves de Côte d'Ivoire dans le processus de socialisation par des loisirs endogènes. Le ministère du Tourisme a pris l'option de valoriser, de promouvoir les jeux traditionnels. Et dans une étude qui a été menée, une étude anthropologique des jeux traditionnels, il s'est trouvé qu'il était important de créer des clubs de jeux traditionnels dans les lycées et collèges. Et l'objectif, justement, c'est de faire connaître dans un premier temps les jeux traditionnels de notre pays, les valoriser et ensuite les promouvoir. Les jeux traditionnels nous présentent nos traditions. Il existe une diversité de jeux. On peut classer ces jeux en termes de jeux d'adresse, en termes de jeux, bien sûr, jeux de réflexion, etc. Cette cérémonie de lancement s'est tenue au groupe scolaire cours sociaux d'Abobo. Elle a réuni plusieurs établissements de la commune. C'est un honneur pour les cours sociaux d'abriter la cérémonie de lancement des clubs de jeux traditionnels. Nous disons merci à toutes les autorités qui ont initié ce projet afin que nous puissions nous ressourcer dans nos valeurs. Le ministère du Tourisme entend installer dans tous les établissements secondaires du pays ces clubs de jeux traditionnels afin de valoriser la culture ivoirienne. En religion, les femmes des églises des Assemblées de Dieu sont dans l'allégresse depuis dimanche dernier. Elles célèbrent dans toutes les paroisses la journée nationale des ouvrières du Christ. Les ouvrières du temple palais de l'Éternel des deux plateaux de Cuy ont organisé une cérémonie d'action de grâce pour témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au Seigneur. Reportage. C'est dans une ambiance de danse et de chants traditionnels que ces femmes des Assemblées de Dieu du temple palais de l'Éternel ont célébré la journée nationale des actions des ouvrières. Après plusieurs activités durant toute l'année, cette journée est une occasion pour elles de témoigner leur reconnaissance à Dieu. C'est une journée très importante dans la mesure où elle est d'abord nationale. Elle est l'occasion de démontrer le savoir-faire des femmes du département, de montrer qu'elles sont une force dans l'Église et de montrer leur expertise en quelque sorte et de rendre grâce à Dieu. Persévérons dans la communion fraternelle et la prière, thème tiré de l'acte 2, verset 42 de la Bible pour marquer cette édition. Ces braves femmes de prière et de jeûne profitent de cette occasion pour faire le bilan de leurs différentes activités. C'est un cadre que l'Église donne pour permettre à la femme de s'exprimer et de montrer tous ses talents. Donc, pour pouvoir meubler positivement ce cadre, nous avons organisé un certain nombre d'activités. Il y a eu des expositions vente d'articles, des bijoux faits main, des habits d'enfants faits ici, mais qui ressemblent vraiment à des habits importés. Vous avez du vivrier. Vraiment, c'était un moment extraordinaire et même un espace gastronomique. Nous savons que dans nos églises, les femmes sont en grand nombre. Alors nous donnons l'occasion pour qu'elles s'expriment. Ça leur permet de s'épanouir, ça leur permet de s'attacher à Dieu, ça leur permet d'être utiles dans les maisons respectives et d'avoir l'obéissance, la soumission à leurs maris. La journée nationale de l'action des ouvrières est organisée chaque année dans cette église pour favoriser la communion fraternelle, mais surtout favoriser la cohésion entre elles. Chez les voisins burkinabés, une délégation d'experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée mardi à Ouagadougou pour évaluer la situation sécuritaire du pays à la demande du gouvernement burkinabé. Cette délégation, conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwe, et le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, est composée d'experts dans le domaine militaire et sécuritaire,
humanitaire et politique, a précisé Maître Bilgo. La junte a fixé à 3 ans la période de transition avant la tenue d'élections, mais la CEDEAO souhaite que sa durée soit revue à la baisse. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait plus de 2000 morts et 1,8 million de déplacés. Le lieutenant-colonel Damiba a renversé Roch-Marc Christian Kaboré, accusé d'avoir été incapable d'enrayer la violence djihadiste et a fait du rétablissement de la sécurité sa priorité. Nous vous le disions en titre, le 28 février 2022, la guerre en Ukraine était à son 4e jour. Et c'est aussi ce jour-là que le sergent russe de 21 ans, Vadim Chichimarine, a tué un commerçant poussant son vélo dans un village ukrainien près de Soumy, dans le nord-est du pays. Le procès de ce meurtre marque le début des procès pour crimes de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Outre ce crime, le parquet général ukrainien affirme avoir déjà recensé plus de 12 000 cas présumés de crimes de guerre. Et toujours en Ukraine, depuis un mois, la ville de New York, dans l'est du pays, est sous un feu nourri d'artillerie qui s'intensifie chaque jour. Regardons ensemble le récit d'Ami Koulibaly. Cette ville du Donbass vit sous le feu nourri d'artillerie qui s'intensifie chaque jour. Il y a eu de lourds bombardements la nuit dernière. Ils ont détruit les toilettes et la douche. Les fenêtres sont tous cassées. Alors, j'ai rassemblé toutes mes affaires et j'ai décidé d'aller chez ma fille. Après leur assaut raté dans la région de Kiev et leur récent désengagement de Kharkiv, les troupes russes concentrent leur offensive sur la région du Donbass. Ils pensaient probablement que nous avions du matériel militaire ici. Je ne sais pas lequel. Mais nous avons une usine de phénol près d'ici. Et ça fait vraiment peur. Un seul coup direct et ça ferait l'effet d'une arme chimique. On parle aussi de l'Ukraine aux États-Unis. Le pays a ouvert ce mercredi son ambassade à Kiev, la capitale donc de l'Ukraine, fermée mi-février avant l'invasion du pays par la Russie. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Les États-Unis avaient décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine à Kiev, de Kiev à Lviv, proche de la frontière polonaise, le 14 février, 10 jours avant le début de l'invasion russe, avant d'évacuer totalement tout leur personnel du pays. À la suite d'une visite à Kiev le 24 avril, Antony Blinken et le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, avaient annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine au regard de l'amélioration de la situation sur le terrain, notamment à Kiev et dans sa région. Antony Blinken a précisé aussi avoir pris des mesures additionnelles pour renforcer la sécurité des diplomates américains, sans plus de détails. Le président américain Joe Biden a nommé une nouvelle ambassadrice des États-Unis en Ukraine, la diplomate Bridget Brink, qui doit encore être confirmée par un vote du Sénat américain. Plusieurs pays européens ont déjà rouvert leur ambassade à Kiev. Depuis 20 ans, un nombre croissant d'objets non identifiés sont signalés dans le ciel américain. Une information donnée par un responsable du Pentagone devant des élus américains. Selon Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour la US Navy, rien de concret qui puisse suggérer une origine non terrestre à ces phénomènes n'a été trouvé. Quoique cette option n'est pas définitivement écartée. Pour l'heure, l'armée américaine et le renseignement cherchent surtout à déterminer si ces phénomènes aériens non identifiés peuvent être liés à des menaces contre les États-Unis. Au Koweït, des tempêtes de sable ont provoqué des hospitalisations et des fermetures d'écoles, mais aussi des perturbations du trafic aérien. Le trafic aérien a été suspendu pendant 1h30 lundi. Quant au trafic maritime, il est resté suspendu mardi après-midi dans les 3 ports. Le ministère de l'Éducation a annoncé la réouverture des écoles mercredi. Des conditions similaires ont été aussi observées dans d'autres pays du Golfe, comme à Bahreïn, au Qatar et aux Émirats arabes unis. L'Irak a aussi connu 8 tempêtes de sable depuis la mi-avril. Les sécheresses et les faibles précipitations liées au changement climatique seraient les causes de ce phénomène.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Boko et à Ouressanisso dans la ville de Touba. Excellente soirée. À demain.